René Guénon, La Grande Triade, chapitre 18, L'homme véritable et l'homme transcendant. Dans ce qui précède, nous avons parlé constamment de l'homme véritable et de l'homme transcendant. Mais il nous faut encore apporter à cet égard quelques précisions complémentaires. Et tout d'abord, nous ferons remarquer que l'homme véritable, Chen Zhen, a été lui-même appelé par certains homme transcendant, mais que cette désignation est plutôt impropre, puisqu'il est seulement celui qui a atteint la plénitude de l'état humain, et que ne peut être dit véritablement transcendant que ce qui est au-delà de cet état. C'est pourquoi il convient de réserver cette dénomination d'homme transcendant à celui qu'on a appelé parfois homme divin ou homme spirituel, Shen Zhen, c'est-à-dire à celui qui, étant parvenu à la réalisation totale et à l'identité suprême, n'est plus à proprement parler un homme, au sens individuel de ce mot, puisqu'il a dépassé l'humanité et est entièrement affranchi de ses conditions spécifiques, aussi bien que de toutes les autres conditions limitatives de quelque état d'existence que ce soit. Petite note. Dans le corps d'un homme, il n'est plus un homme. Infiniment petit est ce par quoi il est encore un homme. La trace dont nous parlerons plus loin. Infiniment grand est ce par quoi il est un avec le ciel. Citation de Chuang Tzu. Fin de la note. Celui-là est donc devenu effectivement l'homme universel, tandis qu'il n'en est pas ainsi pour l'homme véritable, qui est seulement identifié en fait à l'homme primordial. Cependant, on peut dire que celui-ci est déjà tout au moins virtuellement l'homme universel, en ce sens que dès lors qu'il n'a plus à parcourir d'autres états en mode distinctif, puisqu'il est passé de la circonférence au centre, l'état humain devra nécessairement être pour lui l'état central de l'être total, bien qu'il ne le soit pas encore d'une façon effective. Petite note, c'est ce que le bouddhisme exprime par le terme anagami, c'est-à-dire celui qui ne retourne pas à un autre état de manifestation, voire aperçu sur l'initiation. Fin de la note. L'homme transcendant et l'homme véritable, correspondant respectivement au terme des grands mystères et à celui des petits mystères, sont les deux plus hauts degrés de la hiérarchie taoïste. Celle-ci comprend en outre 3 autres degrés inférieurs à cela. Petite note. Ces degrés se trouvent mentionnés notamment dans un texte taoïste datant du 4e ou 5e siècle de l'ère chrétienne. Fin de la note. Nous disions, celle-ci comprend en outre 3 autres degrés inférieurs à cela, qui représentent naturellement des étapes contenues dans le cours des petits mystères, et qui sont, dans l'ordre descendant, l'homme de la voie, c'est-à-dire celui qui est dans la voie, Tao Zhen, l'homme doué, Chen Zhen, Che Zhen, et enfin l'homme sage, Cheng Zhen, mais d'une sagesse qui, tout en étant quelque chose de plus que la science, n'est pourtant encore que d'ordre extérieur. Petite note, on remarquera que par contre, les étapes qui peuvent exister dans les grands mystères ne sont pas énoncées distinctement, car elles sont proprement indescriptibles dans les termes du langage humain. Fin de la note. En effet, ce degré le plus bas de la hiérarchie taoïste coïncide avec le degré le plus élevé de la hiérarchie confucianiste, établissant ainsi la continuité entre elles, ce qui est conforme aux rapports normaux du taoïsme et du confucianisme, en tant qu'ils constituent respectivement le côté ésotérique et le côté exotérique d'une même tradition. Le premier a ainsi son point de départ là même où s'arrête le second. La hiérarchie confucianiste, de son côté, comprend 3 degrés, qui sont, dans l'ordre ascendant, le lettré, She, le savant, Yen, et le sage, Sheng. Et il est dit, le She regarde, c'est-à-dire prend pour modèle, le Yen. Le Yen regarde le Sheng regarde le ciel. Car du point limite
entre les deux domaines exotériques et ésotériques, où ce dernier se trouve placé, tout ce qui est au-dessus de lui se confond en quelque sorte dans sa perspective avec le ciel lui-même. Petite note, dans le degré des lettrés est comprise toute la hiérarchie des fonctionnaires officiels, qui ne correspond ainsi qu'à ce qu'il y a de plus extérieur dans l'ordre exotérique lui-même. Fin de la note. Ce dernier point est particulièrement important pour nous parce qu'il nous permet de comprendre comment il paraît se produire parfois une certaine confusion entre le rôle de l'homme transcendant et celui de l'homme véritable. Ce n'est pas seulement en effet parce que, comme nous le disions tout à l'heure, ce dernier est virtuellement ce que le premier est effectivement, ni parce qu'il y a entre les petits mystères et les grands mystères une certaine correspondance que représente dans le symbolisme hermétique l'analogie des opérations qui aboutissent respectivement à l'œuvre au blanc et à l'œuvre au rouge. Il y a encore là quelque chose de plus. C'est que le seul point de l'axe qui se situe dans le domaine de l'état humain est le centre de cet état, de telle sorte que pour qui n'est pas parvenu à ce centre, l'axe lui-même n'est pas perceptible directement, mais seulement par ce point qui est sa trace sur le plan représentatif de ce domaine. Cela revient en d'autres termes à ce que nous avons déjà dit, qu'une communication directe avec les états supérieurs de l'être s'effectuant suivant l'axe n'est possible que du centre même. Pour le reste du domaine humain, il ne peut y avoir qu'une communication indirecte, par une sorte de réfraction à partir de ce centre. Ainsi, d'une part, l'être qui est rétabli au centre, sans s'être identifié à l'axe, peut jouer réellement, par rapport à l'état humain, le rôle de médiateur, que l'homme universel joue pour la totalité des états. Et d'autre part, celui qui a dépassé l'état humain en s'élevant par l'axe aux états supérieurs est par là même perdu de vue, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour tous ceux qui sont dans cet état et ne sont pas encore parvenus à son centre, y compris ceux qui possèdent des degrés initiatiques effectifs, mais inférieurs à celui de l'homme véritable. Ceux-là n'ont dès lors aucun moyen de distinguer l'homme transcendant de l'homme véritable, car de l'état humain, l'homme transcendant ne peut être aperçu que par sa trace, et cette trace est identique à la figure de l'homme véritable. De ce point de vue, l'un est donc réellement indiscernable de l'autre. Petite note. Cette trace est ce qu'on appellerait en langage traditionnel occidental vestigium pedis. Nous ne faisons qu'indiquer ce point en passant, car il y a là tout un symbolisme qui demanderait encore d'ample développement. Fin de la note. Ainsi, aux yeux des hommes ordinaires, et même des initiés qui n'ont pas achevé le cours des petits mystères, non seulement l'homme transcendant, mais aussi l'homme véritable, apparaît comme le mandataire ou le représentant du ciel, qui se manifeste à eux à travers lui en quelque sorte, car son action, ou plutôt son influence, par la même qu'elle est centrale, et ici l'axe ne se distingue pas du centre qui en est la trace, imite l'activité du ciel, ainsi que nous l'avons déjà expliqué précédemment, et l'incarne, pour ainsi dire, à l'égard du monde humain. Cette influence, état non agissante, n'implique aucune action extérieure. Du centre, l'homme unique exerçant la fonction du moteur immobile commande toute chose sans intervenir en aucune, comme l'empereur, sans sortir du Ming-Tang, ordonne toutes les régions de l'Empire et règle le cours du cycle annuel, car se concentrer dans le non-agir, c'est là la voie du ciel. Les anciens souverains, s'abstenant de toute action propre, laissaient le ciel gouverner par eux. Au fait de l'univers, le principe influence le ciel et la terre, lesquels transmettent à tous les êtres cette influence, qui, devenue dans le monde des hommes bon gouvernement, fait éclore les talents et les capacités. En sens inverse, toute prospérité vient du bon gouvernement, dont l'efficace dérive du principe par l'intermédiaire du ciel et de la terre.
dont l'efficace dérive du principe par l'intermédiaire du ciel et de la terre. C'est pourquoi les anciens souverains, ne désirant rien, le monde était dans l'abondance. Petite note. Il y a quelque chose de comparable à ceci dans la notion occidentale de l'empereur suivant la conception de Dante, qui voit dans la cupidité le vice initial de tout mauvais gouvernement. Fin de la note. Il ne s'agissait pas, et toute chose se modifiait suivant la norme. Pardon, il n'agissait pas, et toute chose se modifiait suivant la norme. Petite note. De même, dans la tradition hindoue, le Chakravarti ou monarque universel est littéralement celui qui fait tourner la roue, sans participer lui-même à son mouvement. Fin de la note. Ils restaient abîmés dans leur méditation, et le peuple se tenait dans l'ordre le plus parfait. C'est ce que l'adage antique résume ainsi. Pour celui qui s'unit à l'unité, tout prospère. À celui qui n'a aucun intérêt propre, même les génies sont soumis. On doit donc comprendre que du point de vue humain, il n'y a aucune distinction apparente entre l'homme transcendant et l'homme véritable, bien qu'en réalité, il n'y ait aucune commune mesure entre eux, non plus qu'entre l'axe et un de ses points, puisque ce qui les différencie est précisément ce qui est au-delà de l'état humain. De sorte que s'ils se manifestent dans cet état, ou plutôt par rapport à cet état, car il est évident que cette manifestation n'implique aucunement un retour aux conditions limitatives de l'individualité humaine. L'homme transcendant ne peut y apparaître autrement que comme un homme véritable. Petite note, ceci peut achever d'expliquer ce que nous avons dit ailleurs à propos des soufis et des rose-croix, dans Aperçu sur l'initiation. Fin de la note. Il n'en est pas moins vrai assurément que entre l'état total et inconditionné qui est celui de l'homme transcendant, identique à l'homme universel, et un état conditionné quelconque, individuel ou supra-individuel, si élevé qu'il puisse être, aucune comparaison n'est possible, lorsqu'on les envisage tels qu'ils sont vraiment en eux-mêmes. Mais nous parlons seulement ici de ce que sont les apparences au point de vue de l'état humain. Du reste, d'une façon plus générale et à tous les niveaux des hiérarchies spirituelles, qui ne sont pas autre chose que les hiérarchies initiatiques effectives, c'est seulement à travers le degré qui lui est immédiatement supérieur que chaque degré peut recevoir tout ce qui est au-dessus de lui, indistinctement, et en recevoir les influences. Et naturellement, ceux qui ont atteint un certain degré peuvent toujours, s'ils le veulent et s'il y a lieu, se situer à n'importe quel degré inférieur à celui-là, sans être aucunement affectés par cette descente apparente, puisqu'ils possèdent a fortiori, et comme par surcroît, tous les états correspondants, qui en somme ne représentent plus pour eux qu'autant de fonctions accidentelles et contingentes. Petite note. Voir notre livre Les états multiples de l'être. Dans toute constitution hiérarchique, les ordres supérieurs possèdent la lumière et les facultés des ordres inférieurs, sans que ceux-ci aient réciproquement la perfection de ceux-là. Citation de Saint Denis, l'Aréopagite de la hiérarchie céleste. Fin de la note. C'est ainsi que l'homme transcendant peut remplir dans le monde humain la fonction qui est proprement celle de l'homme véritable, tandis que d'autre part et inversement, l'homme véritable est en quelque sorte pour ce même monde comme le représentant ou le substitut de l'homme transcendant.